Bienvenue Stop Invest, la chaîne de top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Vinci? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, Vinci, c'est une entreprise qu'on a déjà eu étudiée il y a plusieurs mois ici. Je pense qu'il y a presque un an aujourd'hui, d'accord? Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas refait une vidéo dessus. Pourtant, c'était une entreprise qui était assez intéressante. Donc, on avait utilisé à ce niveau-là le ratio, le multiple qu'on appelle généralement la valeur d'entreprise sur EBITDA ici. Donc, que je n'utilise plus pour les vidéos ici parce que j'aime bien aller au détail ici pour aller regarder bénéfices nets, etc. Mais aujourd'hui, on va faire très rapidement parce qu'on va essentiellement répondre à la question de savoir combien est-ce que ça vaut aujourd'hui. OK? Combien est-ce que je serais prêt à payer? Combien est-ce qu'on serait prêt à payer aujourd'hui? Combien est-ce qu'on serait prêt à donner de manière ici, voilà, s'il fallait payer une juste valeur pour cette compagnie ici en date d'aujourd'hui. OK? Alors, je vais aller directement, comme je l'ai dit d'habitude, je regarde le revenu, la croissance du revenu, la marge brute, etc. Vous savez à peu près, vous avez l'habitude de regarder cette chaîne-ci, donc vous savez exactement comment est-ce que vous allez le faire. Ok, moi la seule chose que je vais dire ici, c'est que je vais comparer les net income et les free cash flow. Ok, et vous allez remarquer une chose, c'est que les free cash flow ont tendance à être plus élevés que les net income. Et je pense que les free cash flow de cette compagnie-ci doivent être ajustés. Ils sont même très élevés et depuis très très longtemps. Parce que c'est une entreprise qui investit massivement dans d'autres entités, qui prend des participations, qui rachète d'autres entreprises. Et quand on regarde ces free cash flow, elle semble avoir des free cash flow très élevés selon le calcul normal du free cash flow qui est généralement ici en operating cash flow moins la dépense en capital. D'accord? Donc, je vais juste retourner un tout petit peu en arrière ici parce que j'avais cette information-là devant moi. Donc, je vais le prendre ici. Voilà, elle est juste là. Donc, on descend. QN Asset, Liability, voilà. Donc, pour les free cash flow, généralement, c'est cash flow opérationnel, d'accord? Cash flow using from operating activity. Donc, ce sont les cash flow opérationnels, ok? Donc, elle a généré à peu près 9 milliards 387. Dans ce 9 milliards 387, on va enlever le property plan and equipment and intangible asset, donc 2 milliards 600. OK? Mais également, je vois ici qu'on va enlever le operating investment, net of disposal, donc les investissements opérationnels. Ça, c'est une partie ça m'intrigue un tout petit peu parce que je veux savoir c'est quoi exactement. Est-ce que ce n'est pas une dépense en capital déguisée ici? Je ne dis pas que c'est le cas, hein, mais c'est voilà, c'est la question que je me suis posée en voyant, en voyant cela, d'accord? Donc, il faut faire attention ici. Donc, quand même, à ce niveau-ci, il faut il faut essayer de regarder en profondeur, voilà, quelle est la véritable dépense en capital de cette compagnie-ci? Parce que, est-ce que quand on prend des participations dans une entreprise ici, est-ce qu'on participe également à sa dépense en capital ou des choses comme ça? Donc, il faut regarder à quel niveau également on consolide ces différents actifs-là. Donc, ce n'est pas une entreprise enfin, c'est pas aussi facile à évaluer, d'accord? Donc, parce que je pense également qu'il faudrait vraiment prendre la peine de rentrer dans les détails de chaque entité ici, de voir comment est-ce que ces états financiers-là sont consolidés. OK? Donc, nous, on va rester ici très quantitatif, mais tout en sachant que ça demande ici un approfondissement supplémentaire. Je ne dis pas ici que tout ce que je vais faire sera foncièrement faux. Non, pas du tout. On va dire ici que les bénéfices nets sont à peu près les bénéfices nets que cette compagnie-ci pourrait avoir. Ok, j'aime bien l'outil FastGraph également parce que ça les ajuste des différents éléments, voilà, des différents éléments exceptionnels ou bien ce qui n'appartient pas à l'entreprise, etc. Donc, si on a des dividendes ici issus des participations qu'on a dans d'autres entités, ça va les ajuster en conséquence. Ok, donc sur FastGraph ici, il vous dit ceci. On attend à peu près 7,81$ en 2023. Ok, donc 2023, on s'attend à peu près avoir 7,81€. Oui, c'est ça, 7,81€. Donc, déjà, je vais voir le nombre d'actions en date d'aujourd'hui. Catribier Owner Parent, Comprehensive Income, ok. Donc, je vais voir à peu près le nombre d'actions qu'on a ici en date d'aujourd'hui. Donc, déjà, si on s'arrête à ce niveau, si vous constatez une chose, voici les net income que l'entreprise a, d'accord? Mais quand on les ajuste un tout petit peu, on se rend compte que voilà, on peut aller jusqu'aux alentours ici de 5 milliards 470 si on prend en considération certains éléments ici exceptionnels. Donc, Total Order Comprehensive Income Recognized Directly in Equity. D'accord? Donc, si on les ajuste en conséquence par rapport à ces éléments, si on peut avoir plus que ça. Donc, il faut faire attention que cet élément-ci n'impacte pas les free cash flow. OK? Donc, je vais quand même utiliser, on s'attend à peu près, on a eu 7,41$ ici en 2022, OK, qui était un bon résultat par rapport à 2022. Il faut également voir pourquoi est-ce qu'on a une croissance des bénéfices nets par action ici par rapport même pas des bénéfices nets par action, mais des bénéfices en général par rapport à la période précédente. Combien d'actions on a présentement ici? Je fais 42,59 divisé par 7,47. Ça me donne ici au total 570,14. Donc, on a 570 millions d'actions. 570,15, on va le dire comme ça. OK? Donc, qu'est-ce que ça me donne ici en termes d'évaluation? Rappelez-vous,
On a également besoin de quoi? De la dette nette, n'est-ce pas? Donc, je vais prendre la dette nette, ici, et je vais le mettre, j'ai besoin du chiffre total. Donc, la dette nette ici, c'est de 21 milliards 150. Mais j'ai vérifié les rapports financiers parce qu'ils vous donnent l'information par rapport à la dette nette. C'est 18 milliards 500. D'accord? 18 milliards 500, vous allez trouver cette information-ci en allant ici dans le press release. D'accord? Donc, press release, je l'ai mis en anglais. Enfin, je peux le mettre en français si vous voulez. Voilà, donc le press release. Non, ça me demandait d'aller télécharger tout ça. J'ai pas envie de faire tout ça là. Donc, je vais mettre ça en anglais directement. Donc, sur le press release, on va direct en arrière. On va en arrière. Voilà. Donc, je clique, je cherche dette. OK. Dette. On descend un tout petit peu. Financial debt, 18 milliards 500. D'accord? 18 milliards 500, dette financière. OK. Donc, 18 milliards 500 divisé par le nombre d'actions, on a 570,15. Ça donne combien? 32,44. Donc, je vais l'arrondir à 32,45. Maintenant, si une entreprise ici, en termes de PER, elle peut s'échanger à des PER de combien? C'est la question qu'on va se poser ici. Donc, vu son activité ici, voilà, c'est une entreprise, quand on regarde un tout petit peu, on peut écrire entre 15 et 17 fois les bénéfices. D'accord? Je pense qu'on peut même aller au niveau des 17 fois les bénéfices. Mais quand je vais utiliser la médiane, vous allez voir que la médiane ici, sur les 20 dernières années, c'est 15 fois les bénéfices. Sur les 20 dernières années, c'est à peu près 15 fois les bénéfices également. 10 dernières années, on a à peu près 17 fois les bénéfices par là. D'accord? Donc, enfin, c'est 16,14 ici. Donc, c'est 16,40, mais moi, je vais utiliser 17 fois les bénéfices pour faire simple. D'accord? On peut m'arriver à un tout petit peu plus haut que ça. Mais voilà, vous pouvez également prendre 16,40 hein, si vous aimez la précision, etc. C'est à vous de voir. Mais comme je l'ai dit, moi, j'ai pris une médiane. D'accord? J'aime bien la médiane parce que la médiane ici permet d'ajuster ces différentes variations. Mais si on prend la moyenne, on a 17 fois les bénéfices. 5 dernières années, on va être à 20 fois les bénéfices. Pourtant, la médiane va nous garder à 17 fois les bénéfices. Donc, faites attention. Donc, c'est pour ça que je préfère prendre 17 fois les bénéfices. Donc, 17 fois les bénéfices, ici, c'est le PER que je prends. Maintenant, n'oubliez jamais que le PER reste un rendement. Quand je prends 17 fois les bénéfices, c'est implicitement un rendement de 5,88%. OK? Donc, maintenant, en termes d'évaluation, qu'est-ce que ça va donner? Je vous rappelle toujours ici qu'on a, dans la description de cette vidéo aussi, vous avez le service Top Premium où on fait des analyses quantitatives comme celle qu'on fait présentement ici. Et en supplément de ça, vous pouvez recevoir 2 notes d'analyse ici pour les entreprises qui sont sous-évaluées, généralement présentées par moi. Donc, j'écoute les conférences calls, je lis les rapports financiers et je vous les présente ici. Et quand je parle de notes d'analyse, vous pouvez les voir, on l'a fait ici sur Johnson Johnson, sur, comment on appelle ça, 3M, sur Stanley Black & Decker. On l'a également fait sur la compagnie qu'on appelle Lockheed Martin. D'accord? Ça vous donne une idée générale de qu'est-ce qui s'est passé précédemment, à quoi s'attendre à court terme. Et voilà, on parle de l'entreprise ici du point de vue qualitatif, hors éléments quantitatifs uniquement d'évaluation. OK? Donc, ça ne veut pas dire que je ne parle pas d'éléments financiers là-dessus, etc. Mais je prête plus d'attention à ce qui a été dit. Les bénéfices net ont baissé. Pourquoi? Le management dit quoi? À quoi s'attendre ici? Et voilà. Donc, je donne à peu près mon avis par rapport à l'entreprise. Ça ne veut pas dire ici qu'on achète les yeux fermés. Non. D'accord? Vous prenez, vous lisez vos rapports financiers. Si vous avez des questions, on y répond. D'accord? Donc, vous serez uniquement à l'aise en investissant à long terme si vous-même vous comprenez les entreprises dans lesquelles vous avez investi. Pas juste à attendre que quelqu'un vous dise que non, achète ça. Non, pas du tout. Sinon, vous ne serez pas à l'aise parce que vous ne saurez même pas pourquoi est-ce que vous l'avez acheté. Vous l'avez acheté parce que quelqu'un vous a demandé de l'acheter. Non, il ne faut pas être comme ça. Il faut absolument en acheter une entreprise, je sais pourquoi est-ce que je l'achète personnellement. Hormis le fait que Thierry ait mentionné que voilà, l'entreprise pouvait avoir ci, ça, mais je sais que non, si j'ai acheté du Vinci, c'est parce que voilà, ils ont peut-être investi dans les aéroports au Mexique et je pense que voilà, le Mexique, vu pays touristique, etc., la population, le tourisme augmente de plus en plus, donc on va avoir des revenus de plus en plus élevés, les dividendes pourraient être élevés à ces niveaux-là. Je vois également quels sont business models ici, me parlent, etc. Donc, vous devez vous questionner, ok? Donc, je sais que ça ne fait pas bon vendeur, etc., que je fais tout le travail pour vous, je vous mâche le travail et je vous le donne. Non, je veux que vous soyez de bons investisseurs. Et je sais une chose, pour être de bons investisseurs, il faut avant tout penser par soi-même, ok? Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous faire aider. D'accord? Quand je dis vous faire aider, vous ne pouvez pas acheter des services ou quelqu'un d'autre analyse, vous donne une idée d'investissement ici, mais ça n'empêche pas de faire le travail derrière. Ça n'empêche jamais de faire le travail derrière. OK? Donc, on revient ici. Quand je prends non 17, donc comme j'ai dit, les liens sont dans la description de la vidéo, ainsi que la top newsletter où vous recevez des analyses ici, des sectorielles, comme celle qu'on a fait dernièrement sur le secteur pétrolier ici, et beaucoup d'autres choses également. Donc ici, on a à peu près 17 fois les bénéfices, n'est-ce pas? Je fais 17 fois les bénéfices multiplié par le nombre d'actions ici, multiplié par ce qui est attendu en 2023, 7,421 $. D'accord, 7,421 $. Donc, multiplié par 7,421 €, excusez-moi. C'est parce que c'est en euros. 7,421 € moins la dette nette. La dette nette est de combien? 32,44. Donc, je vais mettre 32,45 moins 32,45. Ça donne une valorisation de combien? 100 € l'action.
Ça, c'est pour 2023. Admettons donc que 2025, ce qui est attendu en 2025 se réalise. Et on va d'abord vérifier est-ce que les analystes ont généralement tendance à avoir raison ici sur une période de 2 ans. Quand il y a plus de jaune et de vert ici, ça veut dire que c'est correct. Ok, c'est un business ici. Voilà. En termes de prévision ici, c'est à peu près facile à évaluer. Enfin, en termes de prévision, c'est facile à peu près de pouvoir savoir à peu près combien est-ce que l'entreprise peut gagner d'ici 2 ans par là ou bien 1 an. Quand je dis c'est facile pour les analystes, bien sûr, parce que je ne sais pas quels sont les éléments qu'ils prennent en considération ici. Mais en tout cas, c'est un business qui est assez prévisible. OK? C'est bien. Une fois qu'on sait cela maintenant, je prends ce qui est attendu en 2025. Parce que quand on investit, on doit également prendre en considération la croissance. Moi, je prends toujours en considération la croissance uniquement sur l'année en cours, d'accord, sans prendre en considération la croissance future ici, tout simplement parce que je veux acheter une entreprise à un prix qui n'implique pas la croissance future. Et 108 euros ici n'implique pas une croissance future, même si on trouve 100 euros ici. Mais sachez que nous, on a enlevé la dette, donc on est déjà assez, comment dire ça, on a déjà été moins disant dès le début. La plupart du temps, le marché n'enlève pas la dette, parce que si le marché n'enlève pas la dette, on est déjà à 132 $ l'action, 132 euros l'action, excusez-moi. Donc, 8,97 €, ce qui est attendu en 2025, et ça peut changer également, multiplié par 17 fois les bénéfices, moins la dette nette à 32,45, on aura une valorisation de combien? 120 euros. D'accord? 120 euros l'action. Donc, je mets ici à X17 fois les bénéfices, d'accord, 100 euros. 100 euros, ça c'est pour 2023. 2000, donc c'est 2023. Donc 2023, je mets ici 23. OK, donc 2023. OK. À X17, d'accord. Maintenant, pour les bénéfices nets attendus en 2025 ici, on est à 120 euros l'action. OK. Donc on met ici 2025. Et je rappelle toujours une chose, c'est bien de se dire que l'entreprise pourrait être sous-évaluée, etc. Mais attention, ces différents bénéfices nets-là dépendent d'un business model qui reste à peu près assez compétitif, des marges stables, un environnement normal. Ne l'oubliez pas. Donc il faut comprendre ce que fait l'entreprise. D'accord? Maintenant, en termes de rendement ici, qu'est-ce que ça donne? Je dis toujours une chose. Si l'entreprise vous distribue les bénéfices, l'ensemble des bénéfices nets attendus ici en 2025, par rapport au prix actuel, qui est à peu près de 108 euros l'action, disons-le, on va mettre 109 euros pour arrondir, vous avez un rendement de 8,22%. Le dividende qui est versé actuellement en date d'aujourd'hui est de 3,68% et il a l'habitude d'être croissant. Quand il se réserve parfois le droit de le couper, mais il est généralement croissant. Si on le compare ici par rapport à ce qu'on a eu par exemple en 2000, ici, on était à combien? On était à 3,39 €, non, 2,22 € ici. Et là, on est plutôt à 3,25 €. Donc, il est plus élevé par rapport à ce qu'on a connu les années précédentes. D'accord? Donc, en période difficile, ils peuvent parfois se réserver le droit de le réduire, mais ce qui ne me dérange pas d'ailleurs, mais parce que l'entreprise est gérée de manière consciencieuse, mais il verse un dividende aussi qui est de l'ordre de 33,68% et qui peut être plus élevé que ça dans le futur, si les bénéfices nets continuent à être aussi croissants. Il y a de fortes chances qu'on continue à augmenter le dividende ici. OK? Donc, généralement, le dividende, le payout ratio ici, je pense qu'il c'est une quarantaine de pourcents par là. Donc, si on prend même 40% ici, donc on peut s'attendre même à un rendement de 4% d'ici 2025 ici. Dans tous les cas de figure, moi, je ne suis pas là pour essayer de déterminer quel est le rendement qu'on pourra obtenir, les choses comme ça. Pour le moment, pour moi, le plus important, c'est de savoir qu'elle peut verser des bénéfices nets ici. Elle peut verser des dividendes ici, d'accord? Elle peut verser des dividendes stables et croissants. Et peut, par rapport au prix actuel, notre prix rendement sur coût est assez intéressant. Et c'est le cas aujourd'hui, d'accord? Le rendement sur coût ici est assez intéressant. Je ne dis pas que Vinci a un niveau, c'est une bonne affaire, mais ce n'est pas une mauvaise affaire au prix actuel. OK? Ça ne veut pas dire que le prix ne va pas baisser dans les mois à venir, ça peut baisser. Mais la question qu'on se pose, c'est de savoir est-ce que les bénéfices nets sur une période de 20 ans, est-ce qu'on aura tendance à avoir au moins le même niveau de bénéfices nets en date d'aujourd'hui? Il y a de fortes chances que ce soit le cas, tout simplement parce que si on regarde dans le passé, il y a très peu de périodes où cette entreprise a rapporté moins d'argent que l'année précédente. OK? Donc, ça ne veut pas dire que ça ne pourra pas changer. Il faut toujours vous dire, il y a toujours un néanmoins. Il y a toujours un pourquoi, il y a toujours un comment. Donc, il y a toujours une version moins optimiste de ce que vous avez présentement. Et le plus important, généralement, ici, c'est de prêter attention aux pessimistes et aux optimistes et vous faire votre propre avis. OK? Donc,
De nature, ici, il est facile quand on investit dans une compagnie d'être très pessimiste parce qu'on aimerait gagner de l'argent. N'oubliez jamais que la psychologie joue énormément ici. Quand on dit psychologie, je ne parle plus de psychologie des traders ou quoi que ce soit. Non, pas du tout. Quoique ça, par contre, également, ça pourrait être intéressant pour vous dans une certaine mesure. Mais sachez que quand l'argent est en jeu, on a tendance ici à voir uniquement le bon côté des choses. D'accord? Le plus important ici, si vous voulez investir à long terme sur Vinci ou bien même sur Stellantis, il faut absolument comprendre ce que l'entreprise fait. Il faut que le business model vous parle. Il faut regarder les perspectives d'avenir. Parce qu'on peut regarder les chiffres ici, comme je le dis toujours, je suis très quantitatif, mais je peux faire dire tout et n'importe quoi aux chiffres. Et si vous ne prêtez pas attention, ça peut vous induire en erreur. Donc j'essaie toujours de nuancer mes propos. Ok, c'est une belle entreprise ici. Le prix actuel est intéressant. Mais pour investir à long terme, ça doit vous parler. Le business doit vous parler. Parce que vous n'investissez pas dans une action, vous investissez dans un business. Avant tout. Donc un business, c'est avant tout un business model. C'est avant tout un management compétent. D'accord? Et égal plus sans des avantages concurrentiels qui vous permettent ici de pouvoir avoir... Enfin, ça vous permet ici en termes de probabilité que les marges restent stables dans le futur. OK? Ceci n'est que mon point de vue. D'accord? Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Comme je dis souvent ici, pour ceux qui veulent soutenir la chaîne, le lien vers le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter sont dans la description de la vidéo. D'accord? Les liens, si vous voulez. Donc, on se dit à bientôt. Merci.